Bien, bonjour à tous et bienvenue, c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite présentation de mon Media Center, nouveau Media Center entre guillemets, fait avec un Raspberry Pi, puisque donc dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que j'avais réparé cette télé, que donc je me débarrassais de ma vieille télé cathodique, et que donc, voilà, maintenant je vais pouvoir connecter un appareil un peu HDMI sur ma nouvelle télé, puisque mon ancienne télé catholique ne l'avait pas. Donc avant je tournais avec une Xbox qui a été pucée, qui a été modifiée en DualX 2 et dont dessus j'avais installé XBMC for Xbox, ancien XBMC tout court, et donc voilà, ça marchait plutôt bien. Donc sachant que évidemment la Xbox, je crois qu'elle date de 2001 ou 2002 cette console, donc bon, elle a fait un petit peu son temps, et elle est incapable de lire les flux HD ni quoi que ce soit. Donc maintenant que j'ai une nouvelle télé, bon j'avais un Raspi, je savais même pas quoi en faire, ça fait 1 an ou 2 ans que j'ai acheté ça. Donc ça y est, je lui trouve une fonction, enfin, après avoir bidouillé dessus. Alors le Raspi ou le Raspberry Pi, mais on abrège ça en Raspi. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est cette petite carte que vous avez ici, voilà, qui est de la taille d'une carte bleue un peu plus. Bon, vous trouverez énormément d'infos sur internet à propos de cette carte-là. C'est ce qu'on appelle une SBC ou un SBC, Single Board Computer. Il y en a des tonnes. La plus connue, et celle qui a lancé un peu le concept auprès du grand public, c'est le Raspberry Pi. Sachant qu'il y avait aussi le Banana Pi, l'Orange Pi, la Cubiboard, la Beagleboard, il y en a eu des tonnes. Voilà, parce que ça a généré un petit marché. Et avant d'acheter le Raspberry Pi, au départ j'avais acheté ce qu'on appelle un Banana Pi. Alors j'avais fait quelques articles sur internet là-dessus. Donc c'est la même chose, c'est un petit ordinateur, voilà, c'est une carte exactement comme celle-là. Sauf que là-dedans elle est enfermée dans un boîtier et elle fait plus de choses. Alors au départ justement j'hésitais entre un Raspberry Pi et un Banana Pi. J'avais pris un Banana Pi parce qu'il a l'avantage d'avoir 2 cœurs ainsi que 1 Go de RAM. Qui était donc plus avancé à l'époque que le Raspberry Pi, mais je regrette un petit peu cet achat puisque même s'il est complet, il bénéficie pas d'une communauté aussi grande que la communauté du Raspberry Pi. Donc il n'est pas inutilisable, il y a encore un mec qui publie une version de la Bananian. Alors la Bananian, c'est l'équivalent de Debian, la distribution Linux qui est connue dans l'univers PC et serveur, adaptée pour le Banana Pi. Et le Raspberry Pi a aussi sa version Debian personnalisée qu'on appelle donc la Raspbian. Alors je vous rappelle que Debian, c'est la contraction de Debi et Ian, puisqu'en fait le mec qui a créé la distribution Debian s'appelle Ian quelque chose, et je crois que sa copine s'appelait Debi, et donc du coup il a appelé sa distribution Debian. Voilà, comme il est en couple, voilà, hop, il fait une agrégation des deux prénoms, et ça donne Debian. Ou Debian, après je pense qu'on peut dire les deux à la française, il n'y a pas de problème. Voilà, mais le problème du Banana Pi, c'est que les distributions qui sont en ligne commencent à dater d'il y a 1 an, et le noyau le plus récent qu'on peut mettre sur ce truc, à moins de bidouiller soi-même, c'est la version 3.4. Donc ça commence un petit peu à faire du retard. Donc c'est pas inexploitable pour autant, en plus j'avais même pris le boîtier, mais c'est le même principe, il y a exactement les mêmes connecteurs quasiment, à part que ça a le SATA en plus. Et que sur celui-là, il y a aussi le bouton Power et le bouton Reset. Voilà, mais sinon c'est exactement le même principe avec une carte SD. Donc celui-là, je vais le débrancher pour vous montrer de plus près, mais c'est assez connu comme matériel maintenant quand même. Donc voilà un Raspberry Pi de plus près. Donc il y a eu plusieurs versions du Raspberry Pi. Il y a eu la A, la B, la version 1, la version 2, et la dernière version en date qui est la version 3, qui intègre le Wi-Fi et le Bluetooth en plus, je crois. Donc pour ça, vous allez sur Wikipédia et vous avez un énorme tableau qui vous dit voilà, les spécificités de chaque version. C'est un truc qu'on peut se procurer pour entre 25 d'occasion peut-être, et puis 40 €, ça dépend de quelle version vous voulez, voire même 50 € je pense pour la dernière. Donc bon. Donc c'est une espèce de mini PC qui réclame donc une petite carte SD quand même pour booter. Donc ici j'ai une Samsung Evo 16 Go. Voilà, qui fait office un petit peu de disque dur, sachant que après avec les ports USB, donc ici on en a 4, sur certaines versions du Raspberry Pi ça peut changer, donc ici on en a 4, sachant que vous pouvez très bien connecter un disque dur externe là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on a
Une prise d'alimentation USB, donc c'est comme pour recharger votre smartphone, c'est un petit peu le même principe. Vous pouvez connecter soit un PC directement dessus, mais ça n'échange pas de données, c'est uniquement pour l'alimentation. Donc vous pouvez mettre le chargeur de votre téléphone là-dessus. Une sortie HDMI, après je sais plus lequel, ça c'est pour la caméra. Bon, moi je m'en sers pas. Ensuite on a sortie composite. Le signal composite, donc vidéo, et ça fait aussi sortie audio stéréo, un port RJ45, donc pour connecter en Ethernet, 4 ports USB 2. Ensuite là c'est le display, donc ça c'est pour y connecter un écran, je sais plus 8 pouces ou un truc comme ça, donc qui est en option. Et ensuite un petit port micro SD. Donc sachant que les premières versions des Raspi étaient des cartes, étaient des ports carte SD tout court, voilà, comme le Banana Pi. Voilà, par exemple sur le Banana Pi, c'est une carte SD, tout ce qu'il y a de plus grosse, quoi. Voilà, mais c'est exactement le même principe. Donc, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu attendais de changer ta télé pour connecter ça sur ta télé, puisque de toute façon, tu pouvais te servir avec ta vieille télé cathodique de la sortie composite que tu avais là-dessus. Alors c'est vrai, et donc j'aurais pu remplacer ma X-boîte nettement plus tôt. Le problème, c'est que entre du MPEG 2 de la Xbox en RVB sur la télé et peut-être certes du MP4 mais en composite, faut quand même voir qu'un signal composite c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Regardez une PlayStation ce que ça fait. Donc je préférais quand même avoir une console connectée en RVB plutôt qu'en composite à la télé, quoi. Voilà, après c'est un choix personnel. Donc ça fonctionne comment? Donc on a évidemment le cœur de ces SBC qui sont ce qu'on appelle un SoC, donc un System on Chip. C'est donc une puce tout simplement qui fait plus ou moins tout, c'est-à-dire que ça fait processeur. Généralement l'architecture de ces processeurs c'est ce qu'on appelle du ARM, par rapport au PC où c'est de l'architecture x86. Donc ARM c'est justement des processeurs au jeu d'instruction RISC. Tandis que, par exemple, votre Core i5, i3, i7, machin, c'est du CISC. Et donc, justement, bah, ça réclame des programmes qu'il faut qu'ils soient recompilés dans cette architecture-là. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que ces Raspberry Pi ne peuvent pas faire tourner Windows 7 ou Windows 8. Après, il y a certaines versions de Windows bien précises, récentes, qui peuvent tourner là-dessus, mais évidemment, ce n'est pas le cas de Windows XP et tout le bordel. Donc le SoC, bah, c'est exactement la même chose que... Donc ça embarque un processeur donc central, plus un GPU, plus un contrôleur ceci, plus un contrôleur cela, voilà. Donc voilà, les SoC en fait c'est la base de tout ce qui est tablette et smartphone, hein. C'est exactement la même chose. Alors chez Raspberry Pi, comme le mec visiblement est en relation avec Broadcom, je sais pas si le mec travaillait pour Broadcom ou est-ce qu'il travaille toujours. Et c'est pour ça que dans tous les modèles de Raspberry Pi, vous avez un SoC qui a un Broadcom quelque chose. Ensuite, ajouté à cela, vous avez de la mémoire centrale, hein, comme sur un PC. Donc sur cette version du Raspberry Pi, vous en avez 256, 512, et moi je sais que sur le Banana Pi, donc j'avais 1 giga. À une époque, quand ces trucs sont sortis, tout le monde les encensait, parce que c'est vrai que l'idée voilà, est bonne, et puis c'est bien de mettre ça dans le grand public, mais tout le monde encensait le Raspberry Pi en disant « Ouais, même Madame Michu va pouvoir remplacer son PC avec ça ». J'étais dubitatif et l'histoire m'a donné raison. Ça c'est le problème des Linuxiens, ils sont très... c'est vrai que quand il y a un truc qui marche et tout, c'est joli, mais bon, faut quand même redescendre sur Terre à un moment donné, ou non. Voilà, donc ça c'est fait pour bidouiller, c'est fait pour des applications précises, mais c'est pas fait pour remplacer un PC, ça n'a pas la puissance, ne serait-ce que d'un Pentium dual-core. Hein. Donc après, ça dépend des versions, la version 3 est quand même très, très puissante aujourd'hui. Quand ce truc est sorti, voilà, on pouvait dire que ça remplaçait un PC, tu vas pouvoir surfer sur internet et tout, c'est vrai, mais bon, ça n'apporte pas le confort d'un PC, faut pas déconner non plus, quoi. Parce que c'est monocore, c'est overclockable en plus, bon, on verra ça après, mais même ça a les performances un petit peu d'un Pentium 2 350 je crois, un truc comme ça, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça, sur quel site, mais ça dépasse pas le Pentium 3 500 ou le Pentium 3 600 ça. Donc ça bénéficie par contre de l'accélération matérielle pour le décodage de la vidéo, donc c'est ça qui fait que ces trucs sont très utilisés comme on va le voir en mode Media Center.
mais ça remplace pas le confort d'utilisation d'un PC. Déjà, vous n'avez même pas de bouton marche arrêt, ne serait-ce que ça. Bon. Donc voilà, ça c'est la carte toute seule. Après, il y a un adaptateur secteur pour le brancher directement. Vous avez donc aussi une petite boîte pour l'enfermer, pareil, même manière que celle-ci. Donc là-dessus, normalement, on fait tourner du Linux, donc soit de l'Android, soit des distributions Linux particulières, ou alors du BSD aussi, je crois qu'il y en a qui ont fait. Donc ça, après, certains s'en servent comme borne d'arcade, ou comme un PC dans un coin, comme serveur. Voilà. Après, il y a plusieurs utilisations possibles, ou comme automate dans un truc de robotique. Après, voilà, c'est très, très variable. Alors pourquoi c'est très apprécié des bidouilleurs? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des GPIO, donc c'est ce que vous retrouvez sur ce brochage, alors en partie, hein, sinon toutes les broches ne servent pas à ça, mais en fait avec ça vous pouvez manipuler d'autres composants, vous pouvez communiquer avec l'extérieur avec des bus SPI ou I2C, ou alors vous pouvez relier des capteurs d'alarme ou n'importe quoi, enfin bon après voilà, vous pouvez, ça joue le rôle de GPIO, donc c'est générique, justement, comme son nom l'indique. Donc grosso modo, c'est un mini PC avec, si vous voulez un petit peu une analogie, c'est un mini PC avec de l'Arduino avec. Voilà, vous pouvez faire quasiment la même chose qu'un Arduino. Donc, mais c'est déjà intégré là-dedans. Alors je vous rappelle que sur les cartes mères de PC, y compris que vous achetez actuellement, les SourceBridge, oui, parce que c'est vrai que Northbridge n'existe plus, les SourceBridge qui restent, enfin les PCH qui restent sur les cartes mères modernes, ont des GPIO. Ça fonctionne pareil. C'est juste qu'après, ils sont pas accessibles sous Windows et ils sont conservés au niveau du BIOS. Si vous regardez les datasheets des chipsets, enfin des source bridge de vos cartes mères actuellement, il y a des GPIO. C'est juste qu'ils sont utilisés pour le fonctionnement de la carte mère pour communiquer avec le reste. Mais c'est exactement la même chose. Donc c'est pas spécifique au SoC destiné à être implanté là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour la partie Raspberry Pi pour les nuls. Hein. Donc après la carte mémoire avec Windows ou avec Linux ou même macOS, hein, il faut y installer donc une espèce de distribution dessus. Donc pour ça, il faut formater la carte. Ensuite, avec un petit logiciel, vous récupérez une espèce d'image, soit en point ISO, soit en point IMG, et avec un logiciel, eh bien vous la flashez entre guillemets, vous l'enregistrez sur la carte SD. Voilà, donc ça fait une carte SD, tiens, ça marche plus. Ah, ça y est. Ça fait une carte SD bootable, puis qui est faite donc pour être reconnue par le Raspberry Pi, et donc après, voilà, ça marche. Donc voilà le principe. Après, ça fait un mini PC autonome. Et en général, les gens l'administrent à distance avec SSH en le reliant au réseau, sachant que vous pouvez très bien mettre tout et n'importe quoi après au niveau de l'USB. Hein. Au niveau de l'USB, vous pouvez mettre un dongle Wi-Fi, clavier, souris, un disque dur externe, etc. Sachant qu'après, plus vous utilisez de composants USB, plus attention, ça va tirer sur l'alimentation. Donc soit il faut avoir des périphériques USB qui sont alimentés de leur propre chef avec un truc externe, soit s'ils sont auto-alimentés directement par l'USB, il faut prévoir que au niveau de la source d'énergie du Raspberry Pi, ça puisse supporter. Donc celui-là a 512 de RAM, voilà, donc c'est fait pour des distributions Linux très précises et légères, mais vous pouvez pas remplacer un PC avec ça, faut pas déconner. Mais ça rend de très bons services quand même. Donc voilà, je vais remettre moi ce que j'avais mis sur mon Raspi. Donc le câble HDMI, voilà. Alors j'ai pas mis de boîtier, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, eh bien il faut bien l'alimenter. Donc j'ai donc ici un connecteur micro USB. Ensuite, le câble RJ45 pour que le Raspberry Pi puisse accéder à mon NAS. Et enfin, un petit truc un peu spécial que vous n'aurez pas, et ce qui est totalement normal, c'est que pour conserver donc l'aspect Media Center que j'avais avec la Xbox, comme je m'étais habitué avec la télécommande, j'ai décidé de réutiliser la télécommande avec le Raspi. Et donc bon, il y a plusieurs manières de faire, certains bidouillent le truc. Alors moi, j'avais donc le récepteur plus la télécommande, donc ça ressemble à ça. Et normalement, ça se branche sur la Xbox. Et le port justement d'une Xbox, c'est un petit peu spécial. Donc, il y en a qui l'ont ouvert et qui soudent directement un fil, enfin des fils, pour le convertir en USB. Alors sinon, pour quelques euros, on a une solution un peu plus élégante qui est d'avoir un convertisseur USB et port manette entre guillemets Xbox. Voilà. Sachant qu'on peut très bien le faire manuellement, il y a des trucs qui expliquent ça sur Internet.
Voilà, donc après il suffit de relier ça là-dedans. Hop, voilà. Et ensuite, on relie ça à l'USB du Raspi. Voilà, comme ça. Puisque moi, comme j'en ai une utilisation Media Center, il faut que j'ai une télécommande qui puisse quand même me permettre de naviguer dans les menus du truc. Sachant qu'il y a une petite subtilité, puisque donc le câble HDMI va à la télévision, et c'est aussi la télévision qui alimente le Raspberry Pi. Puisque ma télévision a un port USB, donc voilà, il s'y connecte en USB, donc sachant que je pompe en fait l'alimentation de l'USB, mais évidemment le Raspberry Pi n'est pas reconnu via USB par la télé. Et donc l'avantage de ce système, c'est que mon Raspberry Pi s'allume automatiquement en même temps que la télé. Parce que j'avais essayé de fouiller à une époque justement pour trouver une espèce de boîtier qui puisse enfermer le Raspberry Pi avec une télécommande qui puisse l'allumer à distance comme une box, si vous voulez, et j'ai jamais rien trouvé. Il y a un boîtier qui existait sur Amazon, mais qui en fait exploite le récepteur infrarouge du Raspberry Pi par les GPIO, mais par contre ça ne permet pas d'allumer le Raspberry Pi à distance. Donc là j'ai trouvé une solution qui me va, qui fait que le Raspberry Pi est allumé dès que la télévision s'allume, puisque du coup il y a du 5 volts qui sort pour l'USB. Par contre, le problème c'est que le Raspberry Pi est en fonctionnement, on va dire électrique, même en fonctionnement logique. Même si je joue avec la PlayStation sur ma télé ou si je regarde la télévision par le tuner. Lui, il sera alimenté pour rien. Bon, sachant que ça sera pas grand chose, c'est quand même 5 volts, sachant que ce truc pompe 0,5 ampères, grand maximum, donc voilà, ça fait du 2,5 watts de plus. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Alors je vais quand même l'allumer pour vous montrer que ça marche plutôt bien. Et donc maintenant, ce que je voudrais faire, ça serait éventuellement de le greffer derrière un peu comme ceci. Donc ça, on va voir ça après. Alors je sais pas sur quoi je l'ai laissé la dernière fois, donc je vais allumer la télé. Hop, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez les petites diodes. Donc sur cette génération de Raspberry Pi, il y a 2 diodes. Il y a une rouge pour dire qu'il est allumé, et l'autre, visiblement, la verte, c'est pour dire qu'il y a des accès vers la carte SD. Et donc voilà sur quoi on tombe. Alors je vais juste l'éteindre et la rallumer pour que vous puissiez voir le boot de manière intégrale, d'accord ? Donc on éteint, et donc au final, l'alimentation de la télé coupe l'alimentation de l'USB, et donc ça s'arrête tout seul. Donc je rallume, et vous allez voir que pour booter, ça réclame pas beaucoup de temps. Mais c'est quand même plus long qu'une box, je pense, je sais pas. Donc évidemment, c'est silencieux. Voilà, donc moi j'ai installé une distribution qui s'appelle OSMC, qui est donc orientée Media Center. Il en existe une deuxième qui s'appelle OpenELEC, que j'avais essayé mais que j'ai trouvé moins bien, enfin en tout cas moi je trouvais que ça marchait moins bien. Et toutes les deux embarquent un logiciel de Media Center qui s'appelle Kodi. Donc vous l'avez ici. Donc Kodi, c'est l'interface, c'est le super programme qui permet de lancer un Media Center sur son Linux. Voilà. Donc les deux distributions intègrent Kodi comme logiciel dedans. Et puis Kodi après se base sur des librairies, FFmpeg, machin. Voilà. Donc voilà le menu de la bécane. Et donc après, ça marche avec la télécommande, donc de la Xbox. Donc ça après, il faut aller dans des paramètres et tout pour le faire reconnaître, mais ça marche plutôt bien. Donc après, on peut lancer des programmes ou lire de la musique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les vidéos, ou alors consulter voilà, des images. Bon. Alors au départ, bien entendu, la télécommande ne marchera pas, il faudra aller la paramétrer. Donc sur le Raspberry Pi, il faudra connecter un clavier et une souris, sans fil ou avec fil, peu importe, mais il faudra connecter quand même un clavier souris au Raspberry Pi, histoire de pouvoir manipuler le menu avant le temps de programmer votre télécommande. Donc bon, après c'est intuitif, hein. C'est voilà, très, très bête et méchant. Donc je retrouve, c'est pas le même thème que j'avais sous la Xbox, la Xbox, mais celui-là me convient très bien, donc sachant qu'on peut changer le fond, il y a des tas de thèmes qui existent. Bon. Donc on va aller un petit peu dans paramètres. Alors, en plus c'est plutôt fluide, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, après on peut régler plein de trucs. La langue, le clavier, tiens, disposition du clavier. Économiseur d'écran. Donc après, moi, on peut tout manipuler avec la télécommande de la Xbox. C'est vachement appréciable. Voilà, bon après, quelques trucs par rapport à la lecture. Évidemment la télé. Voilà, on peut régler plein de choses. Ensuite, on va aller dans Système. Voilà, sortie audio, bon, moi j'utilise le 2.0. J'ai pas de home cinéma avec un ampli 5.1, bon, donc je m'en fous.
Voilà, mais c'est super cool. Franchement, c'est nickel. On va aller voir Info System. Donc voilà, Info System, vous avez la mémoire libre, donc sur les 512, sachant que sur les 512, il y a une partie qui est faite pour la mémoire vidéo. Donc ça, dans des fichiers de configuration .txt, on peut le régler, etc. On va le voir après. Donc comme j'ai connecté le Raspberry Pi avec l'Ethernet, ou alors si vous avez du Wi-Fi, après il faudra aller voir dans les paramètres, mais c'est facile de le faire. Voilà, donc on a une adresse IP bien évidemment, donc c'est pour ça que je vais pouvoir aller sur le réseau. Je suis en Full HD à 60 Hz. Voilà, le système d'exploitation, vous voyez que c'est celle de avril 2016 avec un noyau Linux en 4.4.6. Vous avez la charge du processeur, la mémoire utilisée, voilà. Donc au moins vous avez des informations système. Stockage, donc vous avez deux partitions sur la carte SD, donc vous avez MMC BLK0, partition 1, partition 2, donc une partition de boot qui est en FAT32 je crois, qui permet justement, quand vous connectez la carte SD sur un Windows, et évidemment sur un Linux, de pouvoir aller modifier les fichiers de conf en .txt. Et ensuite vous avez voilà 13 Go, parce que c'est une 16 Go, non c'est pas 13 Go, c'est 15, qui sont libres, donc voilà, qui sont utilisés, donc ils sont libres à votre disposition, sachant qu'en fait moi je m'en sers comme la plupart des gens entre guillemets en terminal de ce truc là, c'est-à-dire que en fait les vidéos ne sont pas stockées sur le Raspberry Pi et ça va les chercher sur mon NAS. Ok, donc le réseau, voilà, une adresse MAC avec une passerelle, donc sachant que le Raspberry Pi n'a pas de pile de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il ne sait pas retenir l'heure, ce petit truc-là. Donc il est obligé de faire appel au protocole NTP, donc c'est Network Time Protocol, si mes souvenirs sont bons. Donc au départ, il démarre avec une heure à la con, et il va joindre un serveur NTP, et puis ensuite il se met à l'heure tout seul sur Internet. Ensuite, voilà, comme quoi j'ai donc un GPU VideoCore 4, qui est compatible OpenGL 2, visiblement. Et ensuite, ça vous dit que le CPU est d'architecture ARM V6. Alors il y a plusieurs versions justement de l'architecture ARM qui sont plus ou moins compatibles entre elles. Vous avez le numéro de série et vous avez donc un processeur qui est un peu overclocké, puisque moi le mien est à 900, alors que normalement le Raspberry Pi comme ça d'origine, le modèle B+, il est censé fonctionner à 700 MHz. Donc moi je l'ai un peu augmenté. Voilà. Sachant qu'après quand on fait de l'overclocking sur le Raspberry Pi, il faut y coller dessus des espèces de petits radiateurs, comme on voit sur les chipsets, pour mieux dissiper la chaleur. Voilà, alors ça c'est pour les overclockers fous, mais bon, faut y penser des fois. Moi je sais que je l'avais monté à 950, enfin j'avais monté plus, après j'avais des problèmes de son, donc je l'ai baissé. Ensuite, vous avez MyOSMC, justement, on va aller faire un petit tour dedans. Donc c'est un espèce de sous-menu qui visiblement, lui, appartient pas à Kodi, mais qui appartient à la distrib. Vous avez piconfig, log uploader, les mises à jour, les services, overclock, l'App Store, configuration du réseau et configuration des télécommandes. Donc justement c'est là-dedans où il faut aller pour configurer ce genre de choses. Alors moi j'ai la vieille Xbox comme télécommande, mais il y a des gens qui ont peut-être des télécommandes programmables comme des Logitech Harmony ou ce genre de choses. Donc ça après faut aller fouiller là-dedans. Donc quand vous allez là-dedans, donc voilà, après vous avez différents types de télécommandes. Oh mon dieu, oh je l'ai connue celle-là. Mon dieu, elle était horrible cette truc-là. C'est en fait avec le pavé que vous aviez là, vous déplaciez le curseur sous Windows. Voilà, après bon, vous avez différents trucs qui sont programmés d'avance, et notamment celle-ci, voilà, celle que j'ai. Et donc voilà, il suffit. Donc tout ça c'est rentré automatiquement dans les fichiers de conf pour l'IRC. Donc ça c'est des trucs de l'infrarouge pour Linux, c'est la librairie et le programme qui permet de faire ça. Bon voilà, donc bon moi je vais me casser de là parce que c'est déjà configuré, mais vous ça sera pas fait, donc il faudra un clavier souris pour pouvoir entrer là-dedans. Ensuite, piconfig. Non, on va aller voir l'overclock. Les possibilités d'overclocking, eux, ils vous en mettent 4 directement accessibles, sachant que vous pouvez après modifier les fichiers directement, parce que c'est des fichiers texte, si vous voulez mettre les valeurs que vous voulez. Mais soit c'est en normal, soit c'est en medium, soit c'est en high. Donc moi je suis en medium. En high, ça passe, mais des fois j'ai un décrochage du son. Donc bon, pour l'instant je le laisse comme ça. Donc après vous faites Apply, en bas, et voilà. Et c'est sauvegardé.
L'App Store, j'y suis jamais allé. Le réseau, bah, je suppose que c'est la configuration réseau, sachant que moi je suis en comment ça s'appelle, en DHCP, donc l'adresse IP est automatiquement fournie. Voilà, sinon vous pouvez éventuellement le régler ici. Donc ensuite, on va rentrer dans pconfig. Et donc dans pconfig, c'est là-dedans où vous pouvez alors là, régler plein de trucs, activer certaines choses. Le CEC, ça m'a joué des tours parce que quand je voulais accéder à certaines fonctions de la télécommande de la télé, ça m'activait certains trucs sur Kodi. Donc, je me suis posé des questions et donc voilà, je me suis fait gruger par le CEC. Donc le CEC, c'est les appareils qui communiquent entre eux avec le cordon HDMI. Et donc quand on lance un truc avec un bouton de la télé, selon comment c'est configuré, ça peut déclencher des fonctions sur le Raspi. Voilà, donc c'est fait pour pouvoir automatiquement, par exemple, quand on sélectionne la source DVD, d'allumer le lecteur DVD, bon, ce genre de choses. Donc voilà, bon après il y a plein de trucs, je saurais pas vous dire tout ce qu'il y a. Ensuite une chose qu'il faut, où là je me suis bien fait avoir, c'est que par défaut, votre Raspberry Pi n'est pas capable de faire du décodage vidéo hardware de l'MPEG 2. Alors ça, je me suis fait gruger là-dessus, et en fait, il faut une licence pour ça. Il faut acheter un petit truc. Donc je vous l'explique, je vous l'expliquerai après. Ensuite, on peut dire que voilà, ici on a réservé visiblement 144 mégaoctets de mémoire sur les 512 du Raspberry Pi pour le GPU, la mémoire du GPU. Voilà, donc ça, on peut le régler aussi éventuellement. Max USB Current, bon. Alors, cette histoire de licence, donc il faut aller sur un site qui s'appelle Raspi Store ou quelque chose comme ça, rentrer le numéro de série du Raspberry Pi pour qu'ensuite, avec un petit paiement PayPal, il vous donne le code correspondant. Donc en fait, le code correspondant, je vous le donne, c'est celui-là. Voilà, n'allez pas l'acheter, il est là. Donc non, bien sûr que non, c'est pour ça que si je vous l'affiche, c'est parce qu'en fait, le code est dépendant de votre numéro de série. C'est-à-dire que si vous prenez ça, vous le mettez sur le vôtre, ça marchera pas. Donc, ouais, ils font bien les choses. Donc voilà, ici, vous avez le code qu'il faut rentrer pour activer l'accélération matérielle du décodage MPEG 2. Et donc ici, vous voyez que donc il y a deux licences, il y en a un pour le MPEG 2, il y en a un pour le VC1. Et celui-là, je l'ai pas acheté. Voilà, je vais pas rentrer le code. Donc ça, c'est un truc pourtant qui est sur Wikipédia. Si vous regardez le tableau, en effet, c'est marqué, mais je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger avec ça. Donc voilà, hardware support. Voilà. Bon après, je saurais pas tout vous expliquer. SPI, ouais. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais montrer. Et donc après, on revient. Updates, je sais pas, hein, parce qu'il y a, oui, c'est pour configurer les mises à jour. Est-ce qu'il doit les mettre tout seul? Donc vous voyez que c'est mi-français, mi-anglais. Ça, c'est du Linux tout craché. Bon, ça marche bien, on va pas leur en vouloir. Donc, annuler, voilà. Et donc après, on revient sur Kodi avec ça. Donc, je vais vous expliquer une chose. Parce qu'à l'époque, quand j'avais ma Xbox, la Xbox ne sait pas décoder du HD du MP4. Et donc, ce que je faisais, c'est que lorsque je me suis fait gruger par ça, c'est que lorsque je récupérais sur YouTube, grâce avec un plugin qui s'appelle Video Download Helper, des fichiers MP4, je les reconvertissais en DVD, enfin en MPEG 2, pour que ça soit lu de manière fluide et que ce soit compatible avec la Xbox. Donc pour ça, j'utilisais un programme qui s'appelle FFmpeg, avec une couche, avec une interface graphique qui s'appelle WinFF, et avec ça, donc je convertissais mes fichiers MP4 en fichiers AVI, ou fichiers MPG, avec le truc DVD, pour que après ça soit accessible depuis la Xbox. Et donc je fais exactement la même chose donc maintenant ici. Donc si on va dans Fichier, vous avez la liste des ce qu'ils appellent des sources, voilà, des sources de vidéos. Et donc j'ai NAS vidéo. Et donc si on regarde NAS vidéo, ce que c'est, éditer cette source, et bien en fait c'est le protocole SMB qui va chercher le serveur cerise sur le partage NAS_vidéo. Donc sachant qu'on peut aller chercher aussi des trucs NFS ou en UPnP, voilà, bon, il y a plusieurs protocoles qui sont supportés. Donc c'est plutôt sympa. Et donc dans NAS vidéo, et bien ça y est, donc ça va chercher après sur le réseau, et après on a du truc comme ça. Et donc là où je me suis fait gruger, c'est que en réalité la version de ce truc-là que j'avais en MPG saccadait à l'écran, alors que le même fichier mais en .mp4, lui était fluide. Donc là je n'y comprenais absolument plus rien, puisque c'est la première fois que je tombais sur un appareil
qui était capable de saccader sur du MPEG 2 et qui était fluide sur du MPEG 4. Alors que normalement c'est l'inverse, parce que le codage MPEG 2 est plus léger que le codage MPEG 4. Donc pour bénéficier de l'accélération matérielle, il faut rentrer le code de licence qu'on a vu avant. Mais ça, sur le coup, j'avais vraiment pas compris. Comment ça se fait qu'un appareil est plus lent avec du MPEG 2 qu'avec de l'AVC, quoi, ou de l'H264. Donc maintenant, ça va, c'est fluide. Donc on tombe sur une petite interface sympa, donc voilà, on peut en plus avancer, etc. Donc pause, machin. Donc on a plein de trucs. Donc ça, après, c'est exactement la même chose que j'avais sur la Xbox, hein, plus ou moins. Donc on peut avancer de 10 secondes, d'1 minute, et puis après on peut le faire par pas de 10 minutes. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc le menu pour passer au suivant, pour régler tous les aspects vidéo. Donc si on peut changer le type de vue, machin. Le niveau de zoom aussi. Voilà, ça peut être utile dans certaines vidéos pour recadrer, bon, machin. On peut régler aussi tout ce qui est son. Donc le volume, l'amplification, si on a des vidéos qui sont enregistrées trop basses, mettre éventuellement un décalage, s'il y a un décalage entre le son et l'image, le rattraper, sachant qu'on peut évidemment en même temps retourner au menu principal pendant que ça lit. Voilà, donc on peut choisir un autre fichier. Donc on peut avancer, nanani, nanana. Donc voilà, au final, quoi dire de plus? Franchement, ça marche bien, il n'y a pas de souci, c'est super cool. Donc sachant aussi qu'on peut arrêter ou redémarrer le Raspberry Pi à distance avec la télécommande, bon exactement comme je faisais avec la Xbox, mais voilà, on peut le faire aussi. Non, finalement t'arrêtes. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit Media Center à base de Raspberry Pi, vous avez entre autres ce programme-là et cette distribution-là. Après, il faudrait peut-être voir apprendre le Raspberry Pi 2, voire le Raspberry Pi 3, selon vos besoins. Là, ici, ça marche, mais c'est vrai que, bon, peut-être que d'avoir du quad-core, ça serait peut-être un peu mieux. Alors maintenant, ce que je voulais faire, c'était évidemment de ne plus avoir ce Raspberry Pi qui traîne par terre là, sur le meuble télé, mais je voudrais éventuellement le greffer directement sur le téléviseur. Alors évidemment, il n'est pas question de le mettre dans la télévision, puisque il faut quand même, au cas où, pouvoir extraire la carte SD, et puis pouvoir y brancher des périphériques USB, comme une clé ou n'importe quoi, si besoin. Alors au départ, je voulais le mettre ici, donc il est rentré, hein. Le problème, c'est qu'après, il y a les câbles, et bon, sinon, ça aurait fait un truc peut-être, ouais, comme ça. Bon, donc là, de toute façon, c'est même pas la peine, voilà, c'est trop à ras du truc. D'autant plus qu'après, il y a les aérations de la télé, qui fait que quand elle chauffe, tout va être envoyé vers le Raspberry Pi, donc c'est pas terrible. Donc je pense que ici, ça serait bien. Donc il me reste à faire comme l'autre fois, c'est-à-dire de démonter toute cette partie et de percer afin de pouvoir y faire tenir le Raspberry Pi, voilà, comme ça. Alors pour pouvoir faire ça, j'ai acheté quelques petits trucs, qui est donc une petite boîte, alors qu'on trouve sur Amazon, mais on en trouve plein sur eBay. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça s'appelle des vis M3. Donc il y a des vis et plusieurs sortes, donc des vis, donc on dit une vis, hein, bien sûr. Le nombre de fois que les gens me le font remarquer, ça. Ainsi que des écrous et plusieurs entretoises, voilà, qui sont de différentes longueurs. Ok. Donc le but, ça va être de faire les trous dans la télévision pour pouvoir y faire passer ça, pour y faire tenir le Raspi. Puisque le Raspi lui-même a 4 trous pour pouvoir être maintenu justement dans une sorte de coffret ou de boîtier. Donc voilà, je vais tout débrancher, mettre ça dans l'atelier et puis on va percer un petit peu. Bon, c'est reparti pour un démontage, hein. Il y a plein de vis torses à enlever. Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Ouais. Bon, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc voici le capot. Alors l'avantage, c'est que il est plutôt fin. Donc moi je vais les faire par en dedans, mais ça, c'est... peu importe. Bon voilà, j'ai fait mes 4 petits repères vite fait avec une mèche, donc il n'y a plus qu'à percer. Donc voilà, les 4 trous pour le Raspberry Pi sont faits, et puis ça a l'air de correspondre. Donc je vais voir si ça passe, sinon j'agrandirai les trous. Non, faut que je refasse encore un petit coup. Bon, et normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon. Et voir un petit peu.
Ouais, génial. Alors après, je sais pas trop quelle hauteur d'entretoise prendre, parce qu'après, le problème c'est qu'il faut quand même pouvoir enlever la carte SD sur le côté. Bon après, évidemment, j'aurais pu orienter ça différemment, hein, peu importe. Moi, je trouve que comme ça, c'était pas mal. Après, évidemment, on peut toujours mieux faire, bien sûr. Bon, ben voilà, ça me paraît pas mal, donc on va mettre les écrous ou les vis de l'autre côté. Voilà, donc ensuite, on n'oublie pas de serrer un petit peu. Pas trop fort, mais un petit peu quand même. Voilà, et puis maintenant, il suffit de mettre les vis au féminin. Bon, alors finalement, les vis que j'ai achetées, elles ne passent pas, donc du coup, hein, voilà ce qu'on va faire. À la barbare, tada! Et voilà un Raspberry Pi B+, intégré à un capot de télé. C'est pas beau ça? Bon allez, on va tout remettre en place. Hop, et donc voilà au final à quoi ça ressemble. Et si on regarde derrière, donc c'est un gros bordel de câbles, hein, bien sûr, mais sinon c'est pas mal. Petite idée pour le futur, si on avait voulu pousser l'intégration vraiment très très loin, on aurait pu intégrer le capteur de télécommande, enfin faire sortir le capteur intégré de la télé pour le donner là-dessus, pour pouvoir envoyer les signaux de la télécommande Xbox directement via le capteur de la télévision et ne pas avoir un capteur supplémentaire. En étudiant les schémas de la télé, on aurait pu le faire. Bon, on va voir si ça marche toujours. Bon, ben voilà, au moins c'est masqué, il n'y a plus rien qui traîne à côté, quoi. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques trucs, et puis si ça vous dit de faire votre propre Media Center avec un petit Raspi et le greffer sur votre télé, eh bien maintenant vous savez comment faire. Bien sur ce, je vous dis à la prochaine sur YouTube, ciao!